Il ne faut pas penser qu'on en a terminé avec le djihadisme. On en a terminé en grande partie avec Daesh, qui était l'organisation qui a porté le djihadisme ces dernières années, qui était à son apogée au moment des attentats de janvier 2015 et qui désormais a été battu sous sa forme territoriale au Levant. Mais on avait une dizaine de djihadistes au début des années 90. On en avait 2000 au moment de janvier 2015. On en a désormais 500 en prison, 1000 détenus de droit commun radicalisés en prison, un certain nombre également d'individus suivis pour radicalisation en liberté. Donc on n'en a vraiment pas fini avec le djihadisme et ce serait une erreur de le croire. Ça veut dire que l'entité Daesh, effectivement, a été considérablement affaiblie, mais l'idéologie Daesh est toujours présente, y compris en France. Oui, absolument. En fait, le Daesh a été le véhicule du djihad entre 2014 et 2018. Maintenant, c'est un véhicule qui n'a pas disparu, mais le moteur est en grande partie endommagé, puisque tout simplement sa présence territoriale, qui était son argument massu en Syrie et en Irak, est désormais a disparu. À la place, ça a été remplacé par ces immenses camps de prisonniers qu'on voit régulièrement aux informations. Et une bonne partie des soutiens et des sympathisants de Daesh ont été incarcérés, et y compris ses capacités logistiques. Parce que ce qui frappe énormément avec l'affaire Charlie Hebdo, ça a été de voir que tout d'un coup, ces djihadistes, en lien avec Daesh, mais aussi avec Al-Qaïda au Yémen, étaient capables finalement de frapper non seulement au cœur de Paris, mais aussi de défier l'État. Pendant 2 jours, la fuite des frères Kouachi symbolisait finalement ce défi de l'État. Et puis, on a vu après, avec le 13 novembre 2015, encore une fois, d'autres réseaux, les attentats du Bataclan, du Stade de France et de cette soirée terrible, de voir des réseaux opérationnels finalement extrêmement organisés qui s'étaient préparés à ça. Ça n'existe plus sous cette forme-là, très sophistiquée, très organisée, mais bon nombre de ces sympathisants sont toujours là et pour certains commencent à sortir de prison. Donc, si vous voulez, la décennie à venir n'est plus du tout la même, puisqu'ils sont plus dans cette phase qu'ils considèrent être la phase de force, la phase d'activisme violent. Ils sont dans des phases de reconfiguration de leurs forces. Et donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Le djihadisme, ce n'est évidemment pas que des attentats, c'est aussi au quotidien du militantisme religieux, du militantisme sur Internet, mais également dans les quartiers et dans un certain nombre de quartiers. Vous parlez d'enclaves dans votre livre. Vous racontez qu'il y a effectivement comme des poches qui vivent avec véritablement toute une sorte de république, de non-république, je dirais, parallèle. En fait, ça fonctionne comment? En fait, ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre, c'était de comprendre comment on en était justement arrivé aux attentats de janvier 2015, c'est-à-dire comment s'est construit le djihadisme français sur 20 ans. Et donc, quand on se pose cette question, ce dont on s'aperçoit, c'est que les djihadistes, déjà, ils sont bien arrivés à un moment donné, quelque part. Il y a bien eu un djihadiste qui était le premier, quelque part, si vous voulez, comme le patient zéro, si vous voulez, avec le Covid. Et ça s'est produit dans des lieux. En France, il y a un certain nombre de villes qui ne sont pas forcément des banlieues, et ça, c'est important de le noter. C'est aussi dans le monde rural. Dans les zones rurales, typiquement Lunel, dans l'Hérault, de ce point de vue-là, qui était une ville très touchée par les départs en Syrie et en Irak, qui n'est pas une banlieue au sens où on l'entend communément. Et donc des djihadistes qui à un moment donné vont investir des lieux, que ce soit en campagne ou dans des quartiers marginalisés, et à partir de là qui vont développer. Parfois ça prend pas, mais sur 10-15 ans ça définit une géographie du djihadisme français. On a parlé, les hommes politiques ont parlé de véritable séparatisme, c'est le nouveau mot utilisé par Emmanuel Macron. Ça c'est pour la définition, au fond ils font le même diagnostic que vous, ils ont sans doute lu votre livre, mais est-ce qu'il y a des solutions aujourd'hui? Est-ce que vous avez le sentiment que ces enclaves sont fragilisées, ou alors elles continuent parfaitement à vivre et à narguer en quelque sorte les autorités? Non, ce qui a changé, et de ce point de vue-là, les attentats de Charlie Hebdo sont vraiment un basculement, c'est qu'il y a eu une prise de conscience à tous les niveaux. Il y a une politique qui a été mise en place, qui est en interministériel désormais, c'est-à-dire il n'y a pas un ministère chargé de la lutte contre la radicalisation, c'est plusieurs ministères, c'est une véritable action de l'État. Maintenant, ayant dit ça, on n'a pas affaire au même phénomène. C'est-à-dire ce que l'État sait très bien gérer finalement, paradoxalement, c'est la question sécuritaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le djihadisme, et au-delà de ça, la question de l'islam de rupture, du salafisme, etc., c'est une question de politique, intellectuelle, et une question de société. C'est-à-dire que l'État ne peut pas tout. Et de ce point de vue-là, il est certain que si on attend
que l'État règle le problème sans se poser la question. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est une question d'éducation, c'est une question d'économie, c'est une question de... Quelles sont les ramifications? En fait, à l'heure de l'après-Daesh, les djihadistes ont tendance à lever le pied sur les attentats. C'est pour ça que les derniers attentats, depuis un an et demi, sont soit l'objet d'individus totalement déséquilibrés psychologiquement, ou bien d'individus qui sont extrêmement idéologisés, qui veulent rien lâcher, qui sont les jusqu'au-boutistes. Mais le gros des djihadistes, ceux qui sont en détention à l'heure actuelle, ils ont compris quelque part que Daesh avait perdu. Et donc, leur action se repose désormais davantage sur l'éducation des jeunes, ce que voulait faire d'ailleurs Daesh en Syrie. Finalement, ils vont le faire au sein de leur famille en France. Donc, la multiplication des écoles privées hors contrat salafistes, de ce point de vue-là, c'est une vraie question. Depuis 2016, on en voit l'augmentation. Ça montre que, vous voyez, c'est une question de société, mais aussi d'autres choses. Ça va être finalement la multiplication des réseaux, la consolidation d'un certain nombre de réseaux de prédication, le renforcement de la diffusion idéologique sur Internet. Et ça, de ce point de vue-là, le Covid a été extrêmement intéressant, puisqu'on a vraiment vu une augmentation de la diffusion de contenus salafistes sur Internet. Et donc, c'est tout ça qu'il faut... Ça veut dire que c'est une façon sourde, au fond, au lieu de se dire on va faire notre pays avec nos règles là-bas, c'est de manière insidieuse faire pénétrer cette façon-là de penser au sein de la France. Oui, en fait, mais ce qui était déjà le cas avant. C'est-à-dire Quel est le but, du coup? Les attentats de Charlie Hebdo, si vous voulez, c'était un aboutissement. C'était un révélateur de dynamique qui se produisait depuis 20 ans en France. C'est pas le point de départ du djihadisme français. C'était vraiment un aboutissement. Le djihadisme, de ce point de vue-là, c'est vraiment du militantisme. C'est un mouvement militant avec un collectif qui réfléchit, avec des hommes de main, avec des hommes qui passent à l'action. Et vraiment, les limiter aux attentats, ça serait passer à côté de... Vous avez également pu rencontrer ces hommes qui étaient en prison. Vous disiez à l'instant, il y en a un certain nombre qui vont sortir ou qui sont sortis. Vous leur avez parlé de Charlie Hebdo, vous leur avez parlé des Juifs. Qu'est-ce qu'ils vous répondent? Alors, vous avez plusieurs tendances dans le djihadisme. Mais ce qui est très frappant de manière globale, donc sur les 80 djihadistes que j'ai rencontrés en prison, c'est que les attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercachère, évidemment, avec également celui de Montrouge, font l'unanimité. Contrairement à ceux du 13 novembre, il y a une unanimité des djihadistes d'Al-Qaïda ou de Daesh sur le fait qu'il fallait attaquer Charlie Hebdo, que c'était un message qui permettait, selon eux, de toucher une base bien plus large que celle des sympathisants djihadistes. C'est pour ça que le procès qui s'ouvre est extrêmement important aussi, c'est que finalement, la question reste encore contemporaine. Les attentats du 13 novembre, de ce point de vue-là, c'était différent, puisque plusieurs djihadistes que j'ai pu rencontrer dès le 17 novembre, quelques jours après, m'expliquaient que c'était très difficile pour eux d'aller justifier auprès d'un certain nombre de gens qui voulaient recruter que les attentats avaient visé par exemple le Stade de France, où certains avaient des cousins qui étaient présents pour le match de foot qui se déroulait ce soir-là. Donc ça, c'est très important. En revanche, justifier d'avoir été tué des Juifs à l'hypercachère, ça passe. Mais c'est même plus que ça. C'est même plus que ça. C'est-à-dire que les djihadistes, eux, assument que c'est même ce qu'il faut faire. Et donc, les Juifs étant distingués, on l'avait déjà vu avec l'affaire Mera, comme étant les cibles par excellence au sein de la République française. Et c'est pour ça qu'il ne faut déjà pas oublier que le procès qui s'ouvre à l'heure actuelle, c'est le procès des attentats contre Charlie Hebdo, mais aussi de l'hypercachère, mais aussi comprendre qu'au-delà simplement finalement des attentats en tant que tels, il faut bien réfléchir à la cible. Et les djihadistes cherchent systématiquement le symbole. Charlie Hebdo en était un, l'hypercachère en était un autre, parce que de ce point de vue-là, ils estiment qu'ils peuvent porter un message qui va se nourrir d'un certain antisémitisme en France et donc porter plus loin leur cause. En amalgamant par ailleurs, au passage, le défi contre la politique israélienne au Moyen-Orient, etc. Bref, ils essayent à un moment donné de canaliser d'autres canaux vers eux. Et il ne faut pas tomber dans le panneau, évidemment. Et de ce point de vue-là, penser que le djihadisme ne s'en prend que à Charlie Hebdo ou qu'aux Juifs, ça serait une erreur. Ce qui est visé, c'est évidemment la société française derrière, ses fondations, avec pour objet de cliver le débat public. Et de ce point de vue-là, ils y arrivent? Charlie Hebdo y était arrivé assez, de façon assez éloquente, avec finalement ce contre-slogan qu'on avait vu émerger, qui était « Je ne suis pas Charlie », qui avait été finalement une maladresse, puisque c'était un slogan très, très passionnel qui a provoqué son opposé. « Je suis Charlie, je ne suis pas Charlie », les gens mettant tout et n'importe quoi dedans. Mais en même temps, finalement, 2 jours après les attentats contre l'hypercachère, il y a la plus grande marche à Paris, la plus grande marche depuis la Libération. Le 11 janvier. Le 11 janvier. Et donc, de ce point de vue-là, je crois que le dossier Charlie Hebdo est très loin d'être refermé. La question
du djihadisme aussi. On a 10 ans pour agir. Il ne faut pas oublier que, si vous voulez, ils ont quand même pris un gros coup sur le nez. Si on écoutait les djihadistes en 2015-2016, ils expliquaient qu'ils allaient gagner, que dans 2 ans, finalement, Daesh régnerait sur le monde. On peut dire que c'est à peu près exactement l'inverse qui s'est passé. Mais ça, c'est la défaite militaire. Maintenant, il faut aussi comprendre comment le djihadiste se structure entre 2 attentats. Et de ce point de vue-là, il ne faut plus perdre de temps.